Je n'ai pas fait d'esclandre, je n'ai pas renversé mon bureau dans un accès de rage, je n'ai pas envoyé de mail assassin en mettant le PDG en copie, et je n'ai pas fait de grands discours théâtrales sur les valeurs de l'entreprise. Je me suis simplement levé de mon poste de travail à 2h47 du matin en plein rush du Black Friday, j'ai débranché mon casque et j'ai tourné le dos à 15 ans de loyauté qu'on venait d'estimer à exactement 60 000 € de moins qu'un jeune diplômé d'école de commerce incapable de faire la différence entre notre logiciel de gestion intégré et un simple tableau Excel. Je m'appelle Marc Lefebvre, j'ai 48 ans, et voici comment j'ai appris que transmettre tout son savoir à quelqu'un est le moyen le plus rapide de devenir soi-même jetable. Tout a commencé de manière assez innocente il y a 18 mois quand Précision Industrie SA a embauché ce gamin brillant, Bastien Roche, fraîchement sorti d'une grande école de commerce avec un master et la tête pleine d'idées sur la transformation digitale. Il avait 29 ans, il était ambitieux et maîtrisait parfaitement le jargon managérial à la mode, le genre de type capable de transformer un simple il faut réparer ce système défaillant en nous devrions leverager des solutions synergiques pour optimiser notre infrastructure technologique. J'étais chez Précision depuis 15 ans à l'époque, j'y avais commencé juste après avoir quitté la Marine nationale où mes 8 années en tant que spécialiste informatique sur des frégates m'avaient appris une chose ou deux sur la maintenance de systèmes critiques sous haute pression. Car il n'y a pas de place pour l'erreur quand on est au milieu de l'Atlantique avec 300 gars qui dépendent de la stabilité du réseau pour leur sécurité. Cette discipline m'a bien servi dans la vie civile, le travail chez Précision n'avait rien de glamour mais c'était du solide, nous fabriquions des composants de haute précision pour l'aéronautique et l'automobile, le genre de pièces qui doivent être parfaites car des vies humaines en dépendent. Notre usine, qui réalisait un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros, reposait sur un réseau complexe de vieux systèmes informatiques que j'avais passé 15 ans à apprendre, à entretenir et parfois à maudire lors d'urgence à 3 heures du matin, car le truc avec l'informatique industrielle, c'est que ce n'est pas comme gérer un site web ou des serveurs de mai, quand nos systèmes tombent, les lignes de production s'arrêtent, et quand les lignes s'arrêtent, on perd 20 000 € par heure, et quand on ne peut pas livrer les commandes à temps, les clients commencent à chercher de nouveaux fournisseurs. Il n'y a pas de on verra ça lundi en usine car chaque minute d'arrêt se mesure en billets qui s'envolent du compte bancaire de la boîte. J'avais gravi les échelons, de simple technicien réseau à ingénieur d'infrastructure senior durant ces 15 années, je connaissais chaque bug de nos systèmes, chaque astuce pour maintenir la production, chaque point d'intégration entre la gestion des stocks et le contrôle de fabrication, et surtout, je savais pourquoi les choses avaient été construites ainsi, cette mémoire institutionnelle ne s'apprend pas dans les manuels. C'est là qu'est arrivé Bastien Roche, spécialiste en transformation digitale, un joli titre, dès son premier jour, Elisabeth Moreau, notre directrice des opérations, m'a demandé de lui faire le tour du propriétaire en me disant de l'aider à comprendre comment tout était connecté, alors je l'ai fait, j'ai passé des heures avec le gamin à lui expliquer nos vieux systèmes, à lui montrer pourquoi on ne pouvait pas tout basculer sur le cloud comme il le suggérait sans cesse, nos ateliers avaient besoin de temps de réponse à la milliseconde, nos systèmes de contrôle qualité exigeaient des flux de données en temps réel provenant de 47 machines différentes. Notre gestion des stocks devait suivre 50 000 références uniques à travers 3 entrepôts avec une précision de 99,97% car les clients de l'aérospatiale n'acceptent pas l'à peu près. Bastien était avide d'apprendre, je lui accorde ça, il posait les bonnes questions, prenait des notes détaillées et semblait sincèrement intéressé par la complexité de ce que nous avions bâti, il me rappelait moi à mes débuts, affamé de connaissances et voulant faire bouger les lignes, j'aimais sincèrement l'accompagner. Mais au bout du 3e mois, quelque chose a changé, Bastien a commencé à siéger à des réunions de direction auxquelles je n'avais jamais été invité, il a commencé à parler d'initiatives de modernisation et d'optimisation d'infrastructures, il balançait des phrases comme capitaliser sur la connaissance du système existant et s'appuyer sur l'expertise institutionnelle, ce qui était du langage de bureau pour dire Marc m'a appris ça, mais c'est moi qui vous le présente. Ne vous méprenez pas, le gamin était intelligent, il comprenait la stratégie d'entreprise mieux que moi, il pouvait prendre mes explications techniques sur la performance des bases de données et les transformer en diapositives PowerPoint qui faisaient hocher la tête des dirigeants avec approbation, il savait emballer les solutions dans le langage que la direction voulait entendre, mais il y a une différence entre comprendre assez bien un sujet pour le présenter et le comprendre assez bien pour le réparer quand tout explose à 2 heures du matin un samedi. Bastien vivait dans le premier monde, moi dans le second. Au 6e mois, Bastien était invité aux sessions de planification stratégique, au 9e mois, il avait son propre budget pour des projets de transformation digitale, au 12e mois, les cadres faisaient son éloge pour son approche innovante de la modernisation, tout cela reposait sur les bases que je lui avais enseignées. Au début, ça ne me dérangeait pas, former les jeunes faisait partie du boulot et voir quelqu'un réussir grâce à vos conseils procure une certaine satisfaction, d'autant que Bastien créditait toujours la collaboration avec l'équipe infrastructure,
c'était techniquement exact et diplomatiquement formulé. Puis novembre est arrivé, le mardi précédant la période de rush, Elisabeth Moreau a envoyé un email général avec pour objet « Investir dans notre futur », annonce du programme de rétention, ce qui en langage d'entreprise signifie nous perdons nos meilleurs éléments et nous devons arrêter l'hémorragie avant les primes de fin d'année. Elle planifiait des entretiens individuels pour discuter de packages de rétention compétitifs pour le personnel clé, le genre de discours qui sonne généreux jusqu'à ce qu'on comprenne qu'ils essaient de mettre des menottes dorées à ceux qui pourraient partir. J'aurais dû le voir venir, cela faisait des mois que les meilleurs partaient, notre meilleur administrateur de base de données avait rejoint une start-up pour un salaire augmenté de 50%, notre ingénieur réseau s'était fait débaucher par un concurrent, le marché était en feu et Précision perdait la guerre des talents. Mais je ne m'inquiétais pas pour ma place, 15 ans de savoir, un parcours sans faute, des relations solides avec tous nos prestataires, je pensais être indispensable, après tout, j'étais celui qu'on appelait quand tout partait en vrille. Cette confiance a duré jusqu'à ce qu'Elisabeth m'appelle le mercredi après-midi, elle m'a pris en premier, ce qui aurait dû m'alerter, car en entreprise, quand on a une bonne nouvelle, on vous fait mariner, quand on s'apprête à vous décevoir, on liquide sa vie pour gérer les retombées le reste de la semaine. Marc, a-t-elle dit devant son fond d'écran vidéo montrant cette bibliothèque élégante que tous les cadres utilisent désormais, je veux commencer par te remercier pour tout ce que tu fais, tu as été absolument crucial pour notre stabilité, surtout pour le maintien de nos systèmes historiques durant ces transitions. Le silence qui a suivi m'a fait l'effet d'une chute dans une cage d'ascenseur, j'avais entendu assez de discours de RH pour savoir que tout ce qui précède le mot n'est que du vent. Nous sommes ravis de t'offrir une prime de rétention de 25 000 €, versée sur 6 mois, sous réserve d'un engagement de rester 18 mois supplémentaires. 25 000 €. J'ai fixé mon écran en essayant de digérer le chiffre, ma première pensée n'a été ni de la gratitude ni de l'excitation, c'était du calcul, des maths financières familiales froides. Ma fille Léa était au milieu de sa 2e année de licence à l'université de Lyon, entre le loyer et les frais, ça nous coûtait une fortune. Mon fils Lucas allait entrer en première année d'école d'ingénieur l'automne prochain, 2 enfants dans le supérieur simultanément, c'était le cauchemar financier que ma femme Karine et moi préparions depuis des années sans jamais nous sentir prêts. Karine était passée à mi-temps dans l'enseignement l'an dernier pour s'occuper de sa mère après son AVC, c'était bien pour la famille mais brutal pour les finances, chaque euro comptait, 25 000 € étalés sur 6 mois. Ça faisait environ 3 000 € net par mois après impôts, ce n'était pas rien, mais ce n'était pas de quoi changer la vie ni rendre les frais de scolarité faciles à porter. J'apprécie l'offre, ai-je dit prudemment, puis-je consulter les termes complets de l'accord? Bien sûr, je t'envoie tous à cet après-midi, dis-moi d'ici vendredi si tu acceptes. Après avoir raccroché, je me suis senti étrangement vide, 15 ans de performance irréprochable, d'intervention le week-end, de formation des nouveaux, tout ça pour 25 000 balles. J'en étais là quand Bastien m'a envoyé un message sur Slack 1 heure plus tard, « Mec, je sors de l'appel avec Elisabeth, ils ont assuré, regarde ça. » Il m'a envoyé une capture d'écran, brute, sans aucune gêne, probablement trop excité pour réfléchir à l'effet que ça ferait, 85 000 €, même structure, versement sur 6 mois, engagement de 18 mois, mais 85 000 au lieu de 25 000, une différence de 60 000 €, plus que l'augmentation totale de mon salaire sur les 5 dernières années combinées. J'ai relu la capture 3 fois, espérant une erreur, une explication logique sur les classifications de postes, quelque chose. Je t'avais dit qu'il savait reconnaître le talent quand il le voyait, a ajouté Bastien. J'ai fermé Slack sans répondre, le soir même, Karine m'a trouvé à la table de la cuisine avec mon bloc-notes, calculant les projections pour les études des enfants et notre épargne retraite stagnante. « Comment s'est passé ton appel avec Elisabeth ?» a-t-elle demandé. Ils m'ont offert une prime de 25 000 €. Karine a hoché la tête, faisant le même calcul mental que moi. Bastien a eu 85 000, ai-je ajouté. Elle s'est arrêtée net, a posé son thé, elle savait ce que ce chiffre signifiait sans que j'aie besoin d'expliquer, le gamin que tu formes depuis 1 an et demi. Le même. Nous sommes restés silencieux, la marine m'avait appris à compartimenter les problèmes, mais ce n'était pas un problème technique, c'était une question de dignité. Le lendemain matin, j'ai revu les présentations de Bastien, celles que je l'avais aidé à préparer, mon savoir technique, ma mémoire des systèmes, tout était emballé dans un langage de consultant qui faisait briller les yeux des patrons. Mon expertise valait 25 000 €, ses talents de présentateur en valaient 85 000, l'équation était limpide. La nuit du jeudi au vendredi est arrivée, le Black Friday, notre période de stress maximum, notre plus gros client avait passé la plus grosse commande de l'année, 3 jours de production non-stop à pleine capacité,
aucune marge d'erreur. J'avais travaillé chaque week-end de rush depuis 10 ans, non pas parce que j'étais d'astreinte, mais parce qu'on attendait de moi que je sois là pour régler les problèmes. À 23h30, la première alerte est tombée, le temps de réponse entre la base de données et le système d'expédition s'allongeait, rien de catastrophique mais la tendance était mauvaise. À minuit, le traitement des commandes avait ralenti de 15%, on risquait un retard massif qui déclencherait des pénalités contractuelles de plusieurs centaines de milliers d'euros. J'ai remonté la source du problème jusqu'à un script d'optimisation que Bastien avait implémenté la semaine précédente, son initiative de performance qui rendait super bien sur PowerPoint. Le script fonctionnait bien en temps normal mais sous la charge massive du Black Friday, il créait des blocages en cascade, la base de données s'étouffait. J'avais deux options, annuler son script, ce qui demandait de couper le système 10 minutes en plein rush, ou bidouiller une solution temporaire pour tenir jusqu'à lundi en passant une nuit blanche. Elisabeth m'a appelé à minuit 17, la voix tendue, « Marc, je vois des alertes rouges partout, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai expliqué la situation calmement. « Est-ce que tu peux réparer sans couper ? » Pas de manière sécurisée. Fais ce qu'il faut, mais limite l'arrêt. J'ai appliqué la correction, surveillé le système, tout est revenu à la normale, une énième crise évitée dans l'ombre. À 1h47, Bastien m'a envoyé un message, j'ai entendu dire qu'il y avait de l'ambiance, tu as géré ? Comme s'il demandait le score d'un match de foot. C'est réglé, ai-je répondu. Super, c'est ce que j'ai dit à Elisabeth quand elle m'a appelé, que tu t'en occuperais, on fait une bonne équipe. Ce on m'a glacé le sang, le on royal qui s'approprie le succès tout en déléguant la sueur, il avait dit à la patronne qu'il gérait la crise alors qu'il n'était même pas devant son écran. À 2h30, une nouvelle alerte, plus grave, l'optimisation de Bastien causait des échecs sur d'autres serveurs, l'entrepôt ne pouvait plus communiquer avec la production. J'avais à nouveau les deux mêmes options, j'ai regardé mes journaux d'erreur, j'ai repensé au message de Bastien, aux 60 000 € d'écart, aux 15 ans d'appel à 3h du matin récompensés par des miettes. La marine m'avait appris le devoir, mais elle m'avait aussi appris à reconnaître quand un commandement est corrompu, quand un système privilégie l'apparence sur la compétence, il devient insoutenable. Je pouvais réparer ça, je pouvais passer les 20 prochaines heures à nettoyer le mess de Bastien et lundi, il serait remercié pour sa proactivité pendant que je recevrais un simple merci par mail. À 2h47, j'ai fait un choix différent, je me suis levé, j'ai débranché mon casque, j'ai laissé mon ordinateur ouvert avec les alertes qui clignotaient, je suis sorti de mon bureau et j'ai fermé la porte. Pour la première fois en 15 ans, j'ai laissé le problème de quelqu'un d'autre rester son problème. Karine m'a trouvé dans la cuisine une heure plus tard, « Tu n'arrives pas à dormir ?» Je suis parti, ai-je dit. Elle s'est assise en face de moi, elle n'a pas eu besoin de détails, elle m'avait vu sacrifier tant de dîners de famille pour cette boîte. Qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas, mais j'en ai fini de réparer les erreurs des autres pour 25 000 € quand eux en touchent 85 000 pour les commettre. Mon téléphone vibrait sans cesse à l'étage, l'alerte d'un système qui s'effondre sans son filet de sécurité. Le vendredi à 6h du matin, j'avais 23 appels manqués, le script de Bastien avait tout bloqué, la production était à l'arrêt complet, le client principal menaçait de rompre le contrat. À 6h47, Thierry Duchamp, le vice-président ingénierie, m'a appelé, le genre de type qu'on ne voit que pour blâmer ou féliciter. « Marc, on a besoin de toi en ligne immédiatement, c'est critique. » « Je ne travaille pas aujourd'hui, ai-je répondu. Silence. Ce n'est pas une question de congé, on perd 1,5 million d'euros là. C'est fâcheux, vous devriez demander à votre spécialiste en transformation digitale, j'ai entendu dire qu'il a eu une prime de 85 000 € pour son talent. Nouveau silence. Bastien n'a pas ta connaissance du système. Il fallait y réfléchir avant de distribuer les primes de rétention, ai-je dit avant de raccrocher. À midi, la crise était totale, le client avait basculé ses commandes chez un concurrent, l'action de précision chutait. Elisabeth m'a appelé à 13h15, « Marc, qu'est-ce qu'il faut pour que tu reviennes ? » Une rémunération qui reflète la valeur réelle et non les compétences PowerPoint, ai-je répondu, « Je ne peux pas changer ton salaire en un week-end, » a-t-elle dit. Alors vous avez un problème de week-end. J'ai éteint mon téléphone. Le samedi, je suis allé au match de basket de Lucas, pour la première fois, je n'avais pas l'esprit ailleurs. Le dimanche, j'ai rallumé mon téléphone, 47 appels manqués, des mails de RH et un message d'un numéro inconnu. C'était une chasseuse de tête mandatée par Aérosystème, une entreprise concurrente plus grosse,
Ils cherchaient un directeur pour l'intégration de leurs systèmes industriels, quelqu'un avec une expérience de terrain. La discussion a duré 90 minutes, la directrice là-bas avait commencé à l'usine et connaissait la valeur de ceux qui font tourner les machines. Le lundi matin, j'ai envoyé ma démission par email, effet immédiat, j'avais accepté l'offre d'Aérosystème, 30% de salaire en plus, une prime de bienvenue et surtout, un respect pour l'expertise. Tu fais une erreur, m'a dit Thierry au téléphone. L'erreur, je l'ai faite il y a 15 ans, je la corrige aujourd'hui. Les conséquences chez Précision ont été rapides, ils ont perdu 40% du budget de leur plus gros client. Bastien a tenu 6 mois de plus avant de partir dans un cabinet de conseil où il peut faire des slides sans risque, et le programme de prime a été suspendu. Je suis chez Aérosystème depuis 8 mois, je dirige une équipe de 9 ingénieurs, on modernise l'usine intelligemment, en respectant ce qui fonctionne. Karine a repris l'enseignement à plein temps par choix, pas par nécessité, et le stress financier des études est devenu gérable. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'étais resté, j'aurais probablement fait un infarctus en regardant des incompétents passer devant moi. J'ai appris que la loyauté doit être mutuelle pour avoir du sens, partir à 2h47 n'était pas une vengeance, c'était une question de dignité, savoir s'arrêter de résoudre gratuitement les problèmes des autres est la meilleure décision de carrière qu'on puisse prendre. Quelle histoire incroyable qui résonne avec tant d'entre nous. On voit trop souvent ce décalage flagrant entre la valeur réelle apportée par les experts techniques de l'ombre et la valorisation disproportionnée des profils plus au marketing ou diplômés de grandes écoles qui maîtrisent le jargon mais pas la réalité du terrain. Marc a eu le courage de faire ce que beaucoup n'osent pas, laisser le système s'effondrer pour prouver sa valeur. C'est un rappel brutal que la loyauté en entreprise est un contrat à double sens. Si une organisation ne reconnaît pas votre expertise au moment de sortir le chéquier, elle ne mérite pas que vous sauviez ses meubles à 3 heures du matin pendant vos jours de repos. Le passage sur la marine nationale montre bien que l'expérience ne s'achète pas avec un master, elle se forge dans le stress et la durée. Bravo à lui d'avoir privilégié sa famille et son amour-propre. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà vécu une situation où un nouveau collègue moins expérimenté mais mieux marketé a été propulsé au-dessus de vous ou mieux rémunéré? Auriez-vous eu le courage de débrancher le casque et de partir en pleine crise comme Marc, ou auriez-vous accepté la prime de 25 000 € par sécurité? Dites-moi tout dans les commentaires, je lis tout le monde.